L'iPhone SE4 approche. La voiture Apple s'éloigne. Apple Podcast se concentre sur les gros bonnets. La réalité mixte selon Zuckerberg. Où l'on parle déjà de iOS 17.1 et de macOS 14.1. Jeudi 28 septembre 2023. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 467. Bonjour à toutes et à tous. Et on a peut-être enfin des nouvelles du prochain iPhone SE4, Fabrice. Voilà, donc la 4e édition de l'iPhone SE que certains persistent à vouloir appeler spéciale édition. On va voir si c'est toujours le cas, mais enfin donc c'est l'iPhone d'entrée de gamme qui donc est encore au catalogue d'Apple. Alors celui au catalogue, c'est le SE3 qui date de 2022, qui est toujours avec le design de l'iPhone 8. Mais avec les organes de l'iPhone 13, c'est pour ça que ça le rendait assez intéressant. Mais enfin, ça vieillit un peu et ça reste cher. Maintenant, il est en France à 589 €, si je me rappelle, pour un appareil un peu vieillissant, c'est quand même un peu cher. Voilà, donc voilà ce qui se profile. Ce serait, les rumeurs parlent de ça, basé sur un iPhone 14. Donc, il n'y aurait pas de coin arrondi comme il y a sur les iPhone 15. Un écran OLED, un port USB-C, un seul objectif photo, mais peut-être muni quand même du capteur 48 mégapixels. Et donc on passerait, et ça c'est la vraie révolution pour le SE, au Face ID plutôt qu'au Touch ID. Naturellement, on ne parle pas encore du prix de tout ça. Mais enfin, en tout cas, ce serait une vraie modernisation de l'iPhone SE qui, au fur et à mesure du temps, c'est toujours révélé comme plutôt un bon plan malgré tout, parce qu'il y a quelques compromis, mais ça fait un iPhone quand même moins cher que même l'entrée de gamme comme l'iPhone 15 aujourd'hui. Alors le nom de code de ce SE4, ce serait Ghost, fantôme. Juste, je reviens sur ce que tu disais au début. Tu trouvais bizarre de l'appeler Special Edition, mais c'est bien ça que ça veut dire, SE. Je pense que Apple ne l'a jamais dit officiellement, c'est pour ça que je dis ça. Donc on peut l'appeler comme ça, mais officiellement, on ne sait pas ce que c'est. Ça peut être sauce entrecôte aussi. En France uniquement. Une autre rumeur qui revient, mais qui s'en va aussi, c'est celle de l'Apple Car, Fabrice. Alors, je sais pas si tu te souviens, mais moi, j'y ai jamais cru à l'Apple Car véritable. Je pense pas j'ai jamais pensé qu'elle viendrait. C'est Kouminchi, il a l'air d'être dans une saison pessimiste, parce qu'il dit aussi dans un autre truc que les MacBooks, ça se vend pas et que les puces M3 à 3 nanomètres, peut-être que Apple va en avoir un peu trop sur les bras parce que personne veut des MacBooks. Bon, on verra bien si c'est le cas. En ce qui concerne la voiture, moi, j'ai surtout pensé à un truc, en fait, c'est que pendant la dernière keynote, on a eu donc plusieurs minutes avec Dame Nature et Apple qui dit qu'en 2030 il serait neutre en carbone, et je vois pas comment on y arrive avec une voiture. Ils ont déjà énormément de mal à le faire pour un modèle de montre. Ils disent qu'ils vont arriver pour tout ce qu'ils ont au catalogue en 2030 et en gros j'ai entendu qu'un iPhone c'était 5 fois plus de dégagement carbone qu'une Apple Watch. Donc il leur reste 7 ans pour parvenir à leur neutralité carbone. Alors si tu rajoutes des voitures dans le lot, ça me paraît très difficile. Donc je me demande même si ce ne serait pas une des raisons majeures pour le potentiel abandon de cette voiture qu'on n'a encore jamais vue, rappelons-le. Donc pour toi, c'est pas une info, c'est juste un sentiment. C'est ce que je crois comprendre, mais de toute façon, on ne peut avoir qu'un sentiment, puisque en ce qui concerne l'Apple Car, personne ne l'a jamais vu, en gros quand même. Les équipes qui sont censés s'en occuper vont et viennent. On a quand même très peu de nouvelles. On sait qu'ils travaillent sur Apple CarPlay en version 2.3.12 avec des grands écrans qui font baver d'envie notre ami Eli. Mais pour ce qui est d'une voiture qui roule, pour l'instant, on n'a rien vu du tout. Et puis moi, de toute façon, je rappelle que je ne crois pas à l'arrivée d'une voiture signée Apple. Du nouveau sur Apple Podcast, pas forcément les nouvelles qu'on espère le plus, comme la diminution du délai, parfois plusieurs heures, entre la publication d'un épisode et sa disponibilité pour les auditeurs, mais des arrangements avec les plus gros fournisseurs de contenu. Il me semble, donc Benjamin, que tu as quelques nouvelles à nous donner à ce sujet. Et oui, je sors à l'instant d'un briefing avec le grand patron d'Apple Podcast, qui a présenté à une dizaine de journalistes français cette nouvelle passerelle entre l'App Store et Apple Podcast, passerelle qui concerne les abonnés payants aux apps de grands médias comme L'Équipe en France, Times ou The Economist, des apps avec de l'audio premium, donc
payant qui va devenir accessible dans une quinzaine de jours directement depuis Apple Podcast en cherchant par exemple l'équipe dans le cas de la France. Dans ce cas, Apple fera le lien directement, automatiquement avec votre abonnement dans l'appli. Et si c'est pas le cas, eh bien Apple Podcast vous proposera d'indiquer votre login d'abonné et votre mot de passe dans Apple Podcast, donc directement une fois pour toutes pour écouter l'audio au même endroit que là où vous écoutez votre podcast et vos podcasts iWeek préférés. Alors l'intérêt pour les grands médias, c'est d'augmenter leur traction comme on dit, de gagner en visibilité puisque un non-abonné qui voudra écouter les contenus audio premium dans Apple Podcast sera redirigé automatiquement vers l'appli de l'éditeur pour s'abonner, mais bon, on le voit, ça ne concerne que les très gros éditeurs, ceux qui font rêver les gens normaux et Apple évidemment. Oui, alors on verra. Puis en plus, alors c'est toujours pareil, dès qu'on rentre dans un site comme ça complexifie un peu la compréhension de ce que ça veut dire s'abonner à un podcast. Avec les abonnements payants que nous avons essayé avec la quotidienne. Moi, je me souviens aussi, moi je fais un peu de formation pour les seniors, ils avaient du mal à comprendre, et c'est pas parce qu'ils sont seniors, du coup je fais absolument pas un tri par l'âge. En fait, dès que je commençais à parler de podcasts payants, plus personne ne comprenait rien, sachant que déjà quand on parlait d'abonnement de podcasts gratuits, les gens ne comprenaient pas non plus qu'un abonnement soit gratuit. Donc tout ce qui est complexité pour écouter quelque chose, ça me paraît pas bon. À côté de ça, le fait d'essayer de monétiser quelque chose, nous aussi on essaye et nous aussi on a besoin de pouvoir monétiser. Donc il faut bien faire des essais malgré tout. Donc je comprends qu'il y ait des recherches dans ce domaine. Alors on peut espérer que les nouvelles expérimentations soient une réussite et que ensuite des podcasts un peu plus petits comme nous, on puisse parvenir à utiliser ce genre d'outils également. Et puis j'ai un carton jaune, il concerne les nouveaux visuels bord à bord des épisodes qui viennent d'arriver avec iOS 17. Mais en fait, ils sont réservés à certains gros éditeurs et podcasteurs qu'Apple choisit. Ces visuels bord à bord sont co-travaillés avec Apple, qui les met ainsi en avant plus que les autres. Alors je trouve que c'est pas juste, notamment pour nous. Mais on va dire qu'on n'est plus à ça près vraiment en ce qui concerne Apple Podcast. Ça c'est vrai, et puis en plus on sait aussi que de toute façon, si on a bien compris, comme on parle du monde Apple, ils ont déjà décidé de ne pas nous mettre en avant, même si on a les plus beaux visuels du monde. Donc c'est pas gagné. Voilà, et ça a été écrit noir sur blanc. Mark Zuckerberg s'est à nouveau pris pour Tim Cook hier soir à l'occasion de l'événement MetaConnect. Le fondateur de Facebook a notamment dévoilé la 3e génération de son casque immersif grand public, le MetaQuest 3, et Zuckerberg l'assure, c'est de la réalité mixte, comme avec le futur Vision Pro d'Apple, sauf que le Quest 3 est facturé 6 fois moins cher et qu'il sortira dans un peu plus de 10 jours, ce qui n'est pas le cas du casque d'Apple, Fabrice. Non, alors il a beau jeu d'occuper le terrain, même si Apple a fait son annonce. Et donc ils travaillent, ils améliorent leurs appareils. C'est pas faux d'ailleurs, parce que du coup les caméras externes par exemple sont de bien meilleure qualité avec le MetaQuest 3. Donc pour ce qui est de la réalité augmentée, c'est effectivement beaucoup plus efficace. Cela dit, j'ai aussi écouté une interview faite par Decoder, c'est un podcast de The Verge, et dedans, il admet volontiers que, cela dit, le casque d'Apple a en interne des écrans d'une bien meilleure résolution, donc c'est plus cher, mais donc c'est pas tout à fait la même chose, et donc il dit même la phrase à peu près comme ça, en disant pour tout ce qui est utilisation professionnelle bureautique, par exemple, c'est pas possible avec son MetaQuest 3. Donc, l'intervieweur d'en rajouter en disant bon, finalement c'est quand même plutôt pour les jeux le MetaQuest 3 en ce moment, et Zuckerberg de répondre oui, on peut faire d'autres choses, mais finalement oui. Donc je pense qu'il boxe quand même pas exactement dans la même catégorie, il en est conscient et que c'est pas ce qu'il cherche, parce qu'il n'a pas pour l'instant envie de vendre un casque à $3 500 hors taxe. Ouais, alors justement le Quest 3 donc sera expédié, c'est ce que dit Meta, le 10 octobre, vendu au prix de 549,99
$199. Et puis Zuckerberg n'a pas tiré les conclusions de l'échec des premières lunettes équipées de caméras en partenariat avec Ray-Ban, puisqu'il remet ça avec cette fois toute une gamme. Alors non seulement vous allez vous auto-espionner, mais en plus vos images seront analysées par de l'intelligence artificielle. Et ces lunettes, elles arriveront le 17 octobre à 329 €. La première mise à jour intermédiaire des nouveaux OS a commencé son cycle de développement avec l'arrivée pour les développeurs, notamment des bêta 1 d'iOS 17, donc 17.1 et de macOS 14.1. Quelles sont les premières nouveautés qu'on peut espérer avec ces mises à jour, Fabrice ? Pas grand-chose, hein, ça se compte sur les doigts d'une main. La principale, c'est une des nouveautés qui avait été annoncée pendant la WWDC, c'est-à-dire le AirDrop, même lorsqu'on est éloigné au moment du transfert. C'est-à-dire que jusque-là, ça se passait en Wi-Fi direct, on est côte à côte avec 2 iPhones par exemple, on lance le transfert d'une photo ou d'un fichier un peu plus lourd, et puis si on s'éloigne, le transfert se coupe. Alors que là, si le transfert est commencé, même si on s'éloigne, à ce moment-là, automatiquement, le transfert va se faire par Internet en fonction de la connexion dont on dispose, soit par le Wi-Fi de la box, soit par la 4G, 5G. Et du coup, c'est quand même beaucoup plus stable et beaucoup plus efficace. L'autre truc, mais il faut être dans la même pièce pour que ça, au début, ça oui, puisse se lancer. C'est au début, pour se lancer, oui, voilà, c'est le AirDrop, hein, c'est vraiment du transfert de proximité, mais ça peut se terminer à distance si jamais le transfert est un peu long et qu'on a besoin de partir de la pièce. C'est plutôt pratique. Je te vois dubitatif. Non, mais il y a quand même pas tellement de cas où tu commences un AirDrop et après tu prends ta voiture, tu t'en vas et le AirDrop est pas fini. Bah, ça dépend ce que tu envoies, parce que ça peut arriver. AirDrop, Ouais. tu peux envoyer n'importe quoi, donc pourquoi pas des fichiers vidéo, hein. Tu fais une vidéo à un mariage, t'as pris 5 minutes, et puis c'est un gros fichier, tu veux le transférer quand même à des gens qui sont là, mais t'es prêt à partir, t'as ton taxi qui t'attend. Ben voilà, c'est pratique, tu peux initier le transfert, et ensuite tu peux partir, et tu sais que la personne va recevoir ton fichier quand même. C'est pratique. Moi, je pense que c'est une bonne idée de faire ça. Quoi d'autre? Alors, une petite chose dans l'application musique, quand on écoute un morceau, on peut jusqu'à présent cliquer sur j'aime ou m'en proposer moins du type de morceau que j'écoute. Là maintenant, on peut cliquer sur une étoile pour faire un favori, ce qui fait qu'ensuite on peut aller voir facilement tous les morceaux qu'on a mis en favori. Ça, c'est pas très ça change pas la vie, mais enfin ça existe. Et puis il y a la correction d'un petit problème sur les widgets. Alors c'est un des trucs, les widgets de Sonoma dont on a parlé dans la dernière hebdo, c'est qu'on peut ajouter donc des widgets sur le bureau du Mac avec macOS 14 Sonoma, et y compris des widgets qui viennent de l'iPhone, même si l'application correspondante n'est pas installée sur son Mac. Et là, ça corrige un bug sur ce fonctionnement-là pour qu'on puisse vraiment utiliser tous les widgets, y compris ceux qui viennent de l'iPhone. Voilà. Donc rien de spécial d'autre. Il y a peut-être on suivra ça, mais peut-être il semblerait, alors c'est à mon grand désarroi, que les profils dans Safari fassent consommer un peu plus d'énergie que si on n'utilise pas de profil. Alors j'espère que ce sera vite corrigé, parce que ça m'embêterait tellement je trouve cette fonction formidable. La quotidienne iWeek. Elle revient demain.